Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV et à 12h00. Donc on va écouter aujourd'hui plusieurs histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez des likes, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. On poste aussi à 13h30 sur DMG TV Backup. Oui, DMG TV Backup, c'est toujours notre chaîne parce qu'on a perdu une chaîne. La première fois, on a voulu faire une deuxième chaîne pour pouvoir sécuriser toutes les vidéos. Donc, on poste aussi là-bas tous les 13h30. Allez aussi vous abonner à DMG TV Backup. Merci. Et on a aussi une chaîne de production de films qui est DMG Production. Nous avons commencé à poster chaque lundi. Il y aura un nouveau film à 17h00. Donc, je vous invite massivement à aller suivre tous les films qui sont sur DMG TV Production. Oui, ça s'inspire parfois des histoires que nous écoutons ici sur DMG TV, Histoire Mystique. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez des likes, allez vous abonner à DMG TV Production, à DMG Production, DMG Backup, DMG TV Histoire Mystique exclusive. Merci la famille, on écoute ces histoires rapidement. Laissez des commentaires, likez, toujours avant d'écouter, même likez d'abord. Merci, ça ne coûte rien. Première histoire. Bonjour GMJ, bonjour à la communauté DMJ. Bon voilà, je vais raconter la deuxième histoire concernant la préposée de ma tante chez qui j'ai grandi. Voilà. Comme je disais tantôt, ça n'avait jamais été facile là-bas. Les problèmes tout le temps, les serpents à gauche, à droite. Et la nuit aussi, les matins, on avait parfois mal au ventre. Parce que cette femme-là, sa dernière fille, est un peu déjà très hautaine. Très hautaine, très, comment dire, et très hautaine. Chaque fois, peut-être qu'elle avait un problème avec quelqu'un. Si tu as un problème, vous chamaillez, ou tu la tapes, des choses comme ça, elle te dit qu'attends, tu vas voir. Tu vas voir. Attends, tu vas voir. Dans la nuit, tu ne vas pas dormir. Le mal de ventre, le mal de ventre, le mal de ventre. Et ça s'expliquait toujours que le mal de ventre est dû au fait que comme ils ont des totems, ils sont vampires. La nuit, elle vient et te mange mystiquement. Plusieurs fois, on avait vécu ça. Et les enfants de ma épouse, de sa épouse de ma tante, certains qui étaient déjà grands avaient beaucoup situé, ils ont beaucoup aidé les enfants de la épouse là. Mais en retour, c'est bon, ils n'ont pas eu un retour d'ascenseur. Et les enfants de ma tante ne sont pratiquement, ils ont pratiquement tous un problème. Par exemple, son dernier est handicapé. Il est handicapé. Et quand ma tante mettait cet enfant-là au monde, c'est sa épouse qui l'a assisté. Vu que ma tante avait 3 garçons et 5 filles. Oui, 3 garçons, 5 filles. Le premier étant allé à l'étranger avec une bourse. Le deuxième était mort. Et le troisième, c'est lui qui est handicapé. L'autre enfant de ma tante est stérile. Quand on va chez Menganga, on nous fait savoir qu'on avait retourné son utérus. Déjà, on a retourné l'utérus quand elle était plus jeune. L'autre a 3 enfants sans mari. Et des 3 enfants, l'aîné c'est, comment dire, entré dans les églises, je sais pas, les églises qui, à la limite alienne, seulement les églises de réveil. À la limite alienne. La deuxième, lui, elle est bien, mais le troisième, il ne parle pas. Il est bien constitué. Il ne parle pas et il a un peu comme un retard de croissance. La première petite fille de ma tante là était aussi avec nous un moment et on l'a fait partie de là parce que tout le temps, et vu qu'elle avait pratiquement le même âge avec la dernière fille de la épouse, tout le temps il y avait une sorte de rivalité parce qu'elle était très intelligente et la fille de la épouse non. Tout le temps, c'était les rêves, c'était les maladies et tout. Et elle était tout le temps persécutée par cette femme pour la faire partir. Aujourd'hui, ayant passé
une quinzaine d'années à l'étranger. Sa vie est dessus-dessous. Elle n'a rien, pas de travail, pas de mari. Elle vit, je ne sais pas, elle vit elle vit, je ne sais comment je vais dire. Elle vit pas comme un clochard, mais elle n'a pas de vie. Et elle s'est battue. Les formations à gauche qui est partie, c'était d'abord pour la médecine. Les papiers qui ont été volés. Après, elle fait d'enfants à gauche. Bref, elle n'a pas de vie. Une fille qui a eu le bac avec mention ici au collège Roth. Elle n'a pas de vie. Et la mère toujours nous disait, méfiez-vous de ces gens, méfiez-vous, méfiez-vous. Oh, ma soeur, la tête avec qui j'avais intégré la maison qu'on a perdu les parents. Il était très attaché à la dernière fille de la épouse. Ils étaient proches. Et la mère disait toujours, méfie-toi, méfie-toi. Mais elle n'avait jamais écouté. Lorsque la mère est décédée, ma tante est décédée en 2016. Moi, j'ai quitté la maison, je suis allée me chercher à gauche, à droite. Ma soeur était encore là. Oui. Elle est tombée enceinte. C'est après peut-être 5 mois qu'elle me fait savoir que voilà, je suis enceinte et tout. D'abord, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un hic au cœur. Comment tu as pu concevoir dans cette maison? Comment tu es resté là-bas jusqu'à concevoir? Parce que pour ma part, je savais que l'enfant là devait avoir les bobos. L'enfant là devait avoir les bobos. Elle est restée. Elle, c'est dans la maison, quand au moment d'aller accoucher, c'est la épouse là qui l'accompagne. La grossesse était l'accouchement était compliqué jusqu'à elle accoucher. Avec l'enfant a souffert, il y a une souffrance fœtale. Et tout le temps l'enfant convulsait, Aujourd'hui, l'enfant est là avec et tout ce qui va avec comme bobo. Elle est malade. On rencontre le neurologue tout le temps. Et avant ça, on allait à gauche, à droite, de la tradition, les hôpitaux. On a fait, la tradition disait seulement qu'on a gâté l'enfant. Non, on a gâté l'enfant. Et l'enfant, avant qu'elle n'accouche, j'avais fait un rêve. J'ai rêvé que la tête de l'enfant était coincée entre le canapé, je ne sais pas. Oui, souvent les canapés, la partie de la mousse, l'espace entre la mousse et la partie et la coudoir. Il y a toujours un espace. Ça peut parfois quand peut-être l'argent de quelqu'un tombe, il peut envoyer la main pour fouiller. Donc j'ai fait un rêve. La tête de l'enfant était coincée là. L'enfant, on a pu enlever l'enfant, était inconscient, mais vivait quand même. Quand j'ai fait ces rêves, je l'ai appelé, je lui ai dit que va, on travaille sur toi. Va, on travaille sur toi, j'ai fait un rêve. Elle aussi, restez tranquille. Une fois, une femme était venue là-bas à la maison, l'a trouvé, lui a dit que va, on travaille sur toi. Donc c'est comme si on lui avait seulement endormi l'esprit, non. La femme l'a appelé pour lui dire que ta grossesse ne va pas bien se passer. Va, on travaille sur toi. Elle ne l'a pas fait. Moi-même, quand j'ai fait ce rêve-là, quelques temps avant son accouchement, va, on travaille sur toi. Elle n'a pas fait. Donc c'est comme si on l'avait carrément endormi. Comme si on l'avait carrément endormi. Après, bon, l'enfant est là, on s'est battu à des traditions de l'hôpital et tout et tout. Et aujourd'hui, elle a fait les massages. C'est même pas la grâce de Dieu qu'elle marche. L'enfant marchait à 4 ans. Et pour que l'enfant marche, on l'avait amené aussi chez un autre ganga. On l'a amené l'enfant là chez un autre ganga. Le ganga l'a ramassé, enlevé 3 chenilles sur sa colonne vertébrale comme ça. Il a ramassé. Il y a des gangas là qui ramassent souvent les choses sur les gens. Il a ramassé 3 chenilles sur le dos de l'enfant. Le lendemain, elle a marché. Le lendemain à l'école, elle a marché. Et on nous a toujours fait savoir que c'est cette femme, qu'elle a gâté l'enfant dans le ventre même. Avant même qu'elle a gâté l'enfant. Et comme elle venait à l'hôpital,
qu'elle a accouché à l'hôpital, c'est elle qui l'assistait encore là-bas. Elle a pris l'enfant. Elle a terminé ce qu'elle avait commencé. Elle a terminé ce qu'elle avait commencé. Donc, voilà un peu. Cette femme-là, elle vit toujours. Elle est là. Il y a des moments, elle tombe malade, elle est malade. Maintenant, on se dit, ah, peut-être c'est déjà la fin. Non. Sa mère est d'abord décédée à presque 90 ans. Toujours les mêmes gens. Et lors de l'enterrement de sa mère, ma soeur était toujours là, avec le ventre, en train de se pavaner au deuil avec le même ventre. Je me projetais toujours. Je sais que la grossesse déjà ne s'affiche pas. Et en plus, dans des milieux pareils. Mais elle n'avait jamais écouté. Elle n'avait jamais écouté. Donc, c'est un peu ça. Et ma tante était décédée parce que tout le temps aussi, elle était malade. Tout le temps malade. Ça a même créé les tensions. Qu'elle est morte, on l'a fait savoir que c'est toujours cette femme-là qui l'a tuée, qui est avec des persécutions tous les jours, les vampirismes, comme on dit, elle a mangé au point de lui donner un cancer qui a été découvert en phase terminale. C'est plus ça. Bon, on espère qu'un jour, le jour où elle va fermer l'œil, nos portes vont aussi s'ouvrir. Et nous, à cette époque, c'est vrai qu'on savait qu'elle était sorcière, mais on n'avait pas la capacité et les moyens de se protéger ou d'être tout le temps en prière. On n'avait pas où aller se traiter chez les gangas. On n'avait pas cette capacité. C'est quand j'ai grandi que j'ai pris conscience de toutes ces choses-là. Que bon, de temps en temps, je prie tout le temps. Quand je fais un rêve, ou quand je prie tout le temps et je vais chez les gangas pour me traiter, me soigner. C'est un peu ça. Merci, DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Tout s'est passé en 2018. Il y avait un ami qui avait perdu son père. Alors, je voulais aller compatir, mais ce jour-là, mon père ne voulait pas que je sorte. J'ai insisté jusqu'à ce qu'elle a accepté. Alors, je suis allé. Je suis arrivé sur le lieu de deuil et tout était normal. Vous le savez. Il y a des mouvements, il y a des gens qui pleurent, il y a ceux qui embrouillent et tout ça. Donc, c'était à 19h. Tout était normal, en tout cas normal. Arrivé à 22h, j'ai commencé à avoir sommeil. Alors, il a fallu que je cherche quelque part un endroit où je pourrais me reposer. J'ai cherché. C'était quelque part au véranda, je me suis coincé. Là-bas. Juste quand j'ai fermé les yeux, c'était comme si j'avais fait 5 minutes, mais en me réveillant, il n'y avait plus rien sur le lit. Il n'y avait ni le genre, le chaise, ni... Donc, tout était comme un terrain de ballon. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a que toi au milieu. En tout cas, il n'y avait rien, comme si le lieu était vide, comme s'il n'y avait pas funérailles là-bas. Alors, quand je me suis réveillé, je vis ça. Je commençais un peu à me demander où est-ce que je suis, dans quel monde je me retrouve. Tu vois? Du coup, en me posant des questions, j'ai vu une personne vraiment de grande taille marcher sur les toits. En tout cas, il était bizarre. Il était vraiment, c'était pas un humain. C'était pas un humain. En tout cas, c'était pas un humain, c'était quelqu'un de grand et ses pieds vraiment pesés jusqu'à quand il marchait vraiment sur le toit, tu croyais que c'est plus aller faire tomber la maison, quoi. Alors, il marchait, et là, j'ai commencé à avoir peur de la chair d'épaule. Du coup, il y avait un grand vent
Il y avait un grand vent qui a commencé à souffler maintenant. Et là, j'étais obligé de courir parce que je ne voulais pas résister. Je ne pouvais pas, en tout cas, j'avais pas cette énergie. J'ai couru en croyant que la personne, ces choses-là étaient derrière moi. À peine courir quelques mètres comme ça, je me suis arrêté. J'ai regardé derrière moi s'il me suivait. Bizarrement, il n'y avait rien. À part un chien tout blanc, qui marchait vers moi. En tout cas, il marchait vers moi au milieu de la route. Arrivé tout près de moi, le chien a disparu devant mes yeux. Là encore, j'ai eu peur. Je couris. Je me suis arrêté au niveau, maintenant que je voulais entrer dans mon quartier. Alors, là où je me suis arrêté, je commençais à ressentir comme s'il y avait de présence invisible. Tu vois, genre, tu sens comme s'il y a quelqu'un à côté de toi, mais tu ne peux pas le voir. C'est ainsi que je commençais à ressentir des choses bizarres, comme s'il y avait quelqu'un qu'on vient de se dépasser, tu vois. Tout ça, il y avait vraiment cette atmosphère-là que je sentais qu'il y a quelqu'un derrière moi ou à côté de moi. Je savais qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, mais je ne peux pas le voir. C'était spirituel. Du coup, bizarrement, j'ai entendu le cri des deux filles en train, en tout cas, de rigoler. Ils rigolaient. Là, c'était maintenant à 0h. C'était à 0h. Ces deux filles-là, ils rigolaient, alors je me suis dit que bon, il y a des filles qui aiment trop la boîte de nuit, tout ça. Donc, ça serait probablement ces filles-là qui aiment trop les choses de la nuit. Donc, je vais les suivre pour qu'on puisse rentrer ensemble vu qu'on est tous dans le même quartier. Alors, je suis allé, je suivais la voix. Si j'arrive là où j'ai entendu la voix, le voix de ces deux filles, il n'y avait personne. Je les entends encore devant moi. Ils rigolent encore. Ils rient. J'avance encore. Arrivé là où j'ai entendu la voix, il n'y a personne. Je les entends encore devant moi. Jusqu'à je me suis retrouvé dans un rond-point. Il y avait un stade à côté. Et il y avait deux chemins. Il y avait aussi des entrées dans des avenues comme ça. Alors, à cet état-là, je n'étais pas moi. Parce que je croyais que j'allais mourir. Par peur de ce que je voyais. Alors, j'ai marché doucement. Juste à quelques mètres de chez moi, j'ai vu vraiment un homme géant. En tout cas, c'est un homme géant. Si je suppose, il ne peut pas manquer 6 mètres comme ça. C'était vraiment géant. Il était pieds nus, mais il n'avait pas de visage. Il avait des cheveux bizarres. En plus, il ne bougeait pas. Il était juste là, debout, en train de me regarder. Chose grave, c'est qu'il y avait même une ampoule à côté qui brillait vraiment fort, que la lumière allait jusqu'à son visage, mais là-bas, c'était vraiment sombre. Sur son visage, c'était sombre, vraiment sombre. Oui. L'homme ne bougeait pas. Il était pieds nus, mais il n'avait pas de bras parce qu'il portait vraiment une robe. C'était une robe vraiment longue. Vraiment, c'était longue et je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Il était vraiment bizarre. Et là, je me suis dit, non, ça non plus, c'est pas un homme. Parce qu'un homme normal ne peut pas être comme ces choses-là. Je me suis approché.
Je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé 3 fois qui est-il. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas et restait juste là en train de me regarder. J'ai eu un grand peur. J'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur et j'ai couru. J'ai couru mais la personne ne me suivait pas. Il est resté là intact, en train de me fixer juste les yeux. J'ai couru jusqu'à chez moi. Alors arrivé là-bas, j'ai dit que non, je ne peux pas toquer à cette heure vu qu'il est encore 0 heure. Il faut que je puisse entendre vers 1 heure, 2 heures, 3 heures comme ça. Parce qu'à cette heure, je serai comme si je suis en train de le déranger. J'ai entendu. Mais il y avait aussi dans mon parcelle un chien blanc. Il passait, il faisait des allers-retours, de va-et-vient. Il était vraiment tout blanc, tout blanc. Alors là, j'ai eu encore peur. J'ai toqué plus fort. Mon père, il m'avait pas demandé beaucoup de choses. Il s'est juste réveillé, il a ouvert la porte et j'ai entré. En tout cas, je croyais que cette nuit-là, j'allais mourir. Parce que ce que je vis dehors, c'était pas vraiment dans le monde naturel. J'étais dans un autre monde. J'étais comme le surnaturel, le naturel dans le surnaturel. Le visible dans l'invisible. C'est comme ça que j'étais. Je croyais que j'allais mourir. Le matin arriverait et je serais déjà mort, mais tu as fait grâce. On est là jusqu'à aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, j'ai encore rien vu. En tout cas, rien. C'est un peu ça mon histoire. Troisième histoire. Donc voilà, c'est l'histoire de mon grand frère, mon frère aîné, celui qui est juste avant moi. Bon, j'ai dit j'allais taire les noms, donc je vais taire les noms. Il est directeur d'une entreprise, une entreprise de la place dans la ville de Douala. Et en même temps, donc, il est engagé dans une église comme aspirant pasteur. Donc, dans cette entreprise dont il a fait la rencontre d'une femme, voilà, une assez belle femme. Ils ont flirté pendant quelques mois et après c'est devenu sérieux entre eux. Au point où il est venu parler de son intention de s'engager officiellement avec la fille en question. Donc la fille est venue à la maison. Les parents ont demandé à voir la jeune fille, donc du coup elle est venue à la maison. Il était question donc mon grand frère la présente. Elle est venue, on a causé avec elle. C'était la première fois que moi aussi je voyais la fille en question. Elle était très belle, vraiment une très belle fille, vraiment le genre de filles ou de femmes que la plupart des hommes voudraient. Très belle, avec un bon caractère, calme et tout. Donc elle est arrivée, le dialogue s'est bien passé avec les parents, l'échange et tout. Et puis, ils ont continué dans leur relation en attendant que mon frère soit prêt à aller également rencontrer les parents de la jeune fille. Avec nos parents également. Comme moi, je suis assez curieux. Moi, j'aime bien suivre ce genre de trucs. Le jour où on allait voir la famille de la fille, je me suis incrusté dans la visite en fait. Donc voilà comment on prend 2 véhicules. Bon, mon grand frère, sa copine et moi dans un véhicule. Maintenant, mes parents étaient dans leur véhicule avec ma petite soeur également devant. Non, derrière, en fait, ils nous suivaient plutôt derrière. Bon, nous, on allait. La fille restait vers Lok-Bessou. Voilà, elle était vers Lok-Bessou. Ta famille restait vers Lok-Bessou parce qu'elle, comme elle travaillait déjà, elle vivait un peu du côté de Bonamoussadi, donc proche de l'entreprise où elle travaillait, donc de l'entreprise de mon grand frère. Voilà donc comment on arrive chez les parents de la jeune fille.
la jeune fille donc présente mon grand frère et puis nos parents. Donc elle présente la famille à sa famille à elle. Voilà donc comment le dialogue entre les parents de la fille et nos parents à nous débute. Bon, nous on se met donc un peu à l'écart. Bon, ma petite soeur et moi, et la petite soeur de la fille également, on se met un peu à l'écart. Ils ont demandé que nous on se retire, ça ne nous concerne plus et tout. Donc on s'est retiré, donc causé, c'est pas trop de quoi. Donc, pendant près de 2 heures, un peu plus de 2 heures en fait, ils ont causé. Après, dans la causerie, on a servi à manger et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, à table, donc, c'était vraiment un grand buffet. On les a fait à manger. En fait, ils nous attendaient parce que la fille avait prévenu qu'on devait venir. Donc, du coup, elle est venue à la maison en matinée. Voilà, elle a discuté avec les parents et tout. Donc, elle est partie, nous partis chez eux. On a trouvé, donc, on avait à faire à manger et tout. Donc, après la causerie entre les parents et puis nos aînés, on a servi, on a graissé la table et puis on a ouvert le buffet, on a mangé. Le chef de famille de leur côté a même élevé une prière, carrément, il a prié. Alors, quand il finit de prier, il nous demande de nous servir, il nous dit bon appétit et tout. On se met à manger et tout. Dans les divers, ma petite soeur fait d'abord la remarque que pourquoi il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'endroit où on peut se miroir. Je dis que non, dans les salles de bain, il y en a. Elle dit que oui, mais elle voulait faire des photos au salon, dans les coins et tout. Bon. On commence à se moquer d'elle, les filles aiment trop le nyanga. Partout, elles veulent seulement se filmer et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, on a ça comme ça. Bon, c'est passé en fait. C'était les histoires de 2022 en fait, comme ça. C'était 2022. Alors, c'est en fin d'année 2024, donc vers septembre, là, que tout se gâte. Ça se gâte donc comment? Moi, j'ai pas compris comment est-ce qu'en 3 ans de relation, en fait, en 3 ans de relation, il n'a jamais remarqué ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un soir, il rentre avec sa femme, parce qu'il venait de se prendre un appartement. En fait, ils ont récemment construit un appartement, parce qu'ils comptaient se marier cette année-ci, probablement au mois de 6e mois, en fait. Donc, en juin, je crois que c'est juin ou juillet, ils comptaient se marier. Donc, mon frère avait donc voulu faire une maison pour ne pas qu'après le mariage, continuer en location. Voilà comment il décide donc d'inviter, d'amener la femme, histoire de lui faire la surprise, parce qu'elle n'était pas au courant qu'il avait acheté un terrain et qu'il avait commencé à construire. Il donne à la femme qui vont sortir pour lui faire la surprise. Elle était intriguée et tout. Là, maintenant, ils arrivent sur le sud de la maison. Il lui montre la maison. Il a construit en fait, un assez grand appartement, en fait. Parce que c'est vraiment assez grand. J'ai dit appartement, mais c'est grand, en fait. Qu'il a construit. Quand ils arrivent donc à l'entrée de la maison, en fait, donc, il y a un couloir qui mène directement à la pièce de séjour, dans le salon, en fait. Et quand ils entrent, donc, il y a un miroir le long du mur. Donc, le long du mur de l'entrée, il y a un long miroir qui couvre tout le couloir du côté gauche. Bon, il dit quand ils veulent entrer, dès que la femme a vu le miroir, elle a dit que non, elle ne sent pas bien. Genre, elle est gênée, elle va envie d'entrer, elle veut plutôt continuer, plutôt voir de l'extérieur, elle ne veut pas gâcher la surprise et tout. C'était le cadeau de leur mariage. Bref, elle a contourné en fait. Voilà comment mon grand frère insiste que non, mais entre, viens voir les pièces, tu me dis si c'est à ta convenance. Et en plus, on n'a pas compris la peinture. Il ne faudrait pas que je mette une peinture que tu ne vas pas aimer, c'est quand même ta maison et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu seras la femme et tout. Bon. Elle a aussi insisté, refusant. Et puis, au bout d'un moment, mon grand frère s'était donc fâché. Il dit que non, mais c'est comme ça, vraiment, c'est pas bien et tout. Bon, il s'est fâché. Il a essayé aussi d'exprimer son mécontentement. Lui, il est entré. Et puis, donc, la femme aussi, à son tour, est entrée seule. Parce qu'elle voulait que mon grand frère parte d'abord et puis elle va le suivre pour ne pas qu'il voie ce qu'il devait voir. Donc, quand mon grand frère entre, donc, elle le suit après. Et elle le retrouve dans la pièce principale, dans la salle de séjour. Et elle s'excuse, elle dit désolé pour ce qui s'est passé, c'est juste que bon, je ne voulais pas entrer, voir comment la maison, elle aurait aimé, voir que tu fasses meubler, comme ça quand tu as fini, et c'est peut-être le jour du mariage que tu me fasses la surprise et tout, mais là, bon, ok, il pas de souci, bah, bon, il a compris aussi, bon, il était compréhensif que bon, ok, c'est pas faux, mais ok, mais au moins, c'est comme tu es déjà arrivé, ça ne sert plus à rien que ce soit dans une surprise, autant mieux tu entres. Voilà, et puis si après il faut refaire la surprise, là, non, tu reviendras uniquement quand j'aurai déjà meublé alors, et puis quand j'aurai tout fait, vu que c'est encore vraiment en chantier. C'est vrai que c'était dernière clôture,
Il n'avait pas encore peint, il n'avait pas encore mis le portail, il n'avait pas encore peint la clôture et tout. Il fait visiter la chambre, la cuisine, la salle à manger. Parce qu'il a fait une sorte de petite maison en étage. Mais moi, il dit, ça n'a qu'une seule chambre, hein, chambre, ça rentre, blablabla. Bref, au moment de sortir, elle commence à faire la même scène. Elle dit donc au gars qu'avant, si j'arrive, le gars commence à trouver bizarre. Mais comment, pourquoi la femme ne veut pas sortir? Elle ne voulait pas d'abord entrer avec moi. Et maintenant, elle est sortie, elle ne veut pas sortir avec moi. Bon, c'est là où donc, mon grand frère se met donc à réfléchir et à investiguer, qui dit que mais c'est que ça devient bizarre. Entrer, il ne veut pas entrer avec moi. Sortir, il ne veut pas sortir avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un truc à la porte qui ne va pas? Est-ce qu'elle a fait un truc à la maison? Est-ce que bon, lui se poser des questions de manière naïve. Maintenant, comme il a assuré un pasteur, lui il dit que non, en fait, c'est qu'il y avait un truc bizarre qu'elle aurait fait peut-être à la maison, j'aurais ressenti, peut-être la présence de Dieu m'aurait parlé et tout. Voilà comment elle se fâche, il dit que non. Si c'est que tu ne veux pas marcher à mes côtés, visiter la maison avec moi, tu me dis vraiment ça passe. Il s'est fâché aussi, il a commencé à dire que sortons ensemble. Si on sort par exemple, si je sors sans toi là, vraiment ça que je vais remettre ton sérieux en question. Voilà comment il dit que moi je m'avance. Et si je sors avant toi, il se met donc à marcher. Quand il marche, dans la femme dont le suit. En faisant mine de vouloir pleurer. Quand il arrive au niveau du couloir qui mène à la porte de sortie, il se rend compte que sa femme n'a pas de reflet dans le miroir. Elle n'a pas de reflet. Alors, quand quelqu'un me dit, mais gars, comment en 3 ans de relation, depuis 2022 que tu avais cette fille-ci, 3 ans, ça fait à 3 ans, parce que c'était également début 2022, la période où il recrutait le personnel pour ton donc c'était en janvier 2022, donc ça fait à 3 ans qu'elle sortait avec la fille. Comment en 3 ans tu n'as pas remarqué ce détail-là? Donc vous ne vous êtes jamais vu, tu n'as jamais vu se mirer. Elle se voit sur les photos, quand on se filme en selfie, elle se voit, mais sur les miroirs, elle ne te voit pas du tout. Voilà comment mon grand frère dit, mais c'est quelle histoire ça? Il ferme les yeux, se frotte les yeux et tout et tout. Il regarde encore le miroir, il ne voit pas sa femme dans le miroir, il se voit seul. Il regarde à côté de lui, il voit sa femme est à côté de lui. Il sort, il lâche sa main, il sort. Il va entrer dans son véhicule. Il reste, la femme reste à l'intérieur. Lui aussi, il est dans le véhicule, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est donc comme cela qu'il klaxonne pour qu'elle sorte et puis voilà, il libère, il quitte les lieux. C'est pour ça que la femme sort d'une mine désespérée, triste, elle marche doucement et tout. Elle arrive, elle entre dans la voiture. Quand elle est entrée, il n'a rien dit. Ils sont rentrés là où ils louaient, parce qu'il loue quelque part là aussi. Ils sont rentrés là où ils louent. Quand ils sont arrivés à la maison, il a repris le miroir. Il a mis devant elle. C'était pareil. Elle était assise là, elle ne parlait plus, elle ne disait plus rien. C'est donc comme ça qu'il se met à lui dire que bon, qu'est-ce qui ne va donc pas? C'est quoi ça? Comment est-ce que tu m'expliques ce phénomène-ci? Bon, le phone n'est pas que trop long. Il lui demande donc comment tu m'expliques ce qui se passe là? Comment ça se fait que tu n'aies pas de reflet en fait? Elle se m'a dit non, elle-même ne sait pas, que elle se m'a rendu compte comme ça, qu'elle n'avait pas de reflet aussi, elle ne sait pas ce qui se passe et tout et tout et tout. Lui se met donc à insister parce qu'il sentit que non, il y avait des trucs qu'elle ne lui disait pas, elle ne lui disait pas. Il se met donc à insister et tout, dire que non, même s'il y a un problème, tu me dis, je ne vais pas te quitter parce que tu as un problème spirituel. On va prier, il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Elle voulait refuser et tout et tout. Mon grand frère aussi insisté en lui parlant comme un pasteur, en fait, en essayant de la convaincre de s'exprimer. Voilà comment au bout d'un moment, elle finit donc par cracher le morceau. Elle dit donc à mon grand frère que, en fait, quand elle est née, parce qu'elle est jumelle, la fille en question, elle a une soeur jumelle, mais sa soeur jumelle vit au Canada. Donc, quand elles sont nées, c'est sur elle qu'on a pratiqué. Donc, c'est déjà, on l'a fabriqué en fait. Déjà, sa soeur devait naître que seule. Mais elle, on l'a fabriqué. Genre, on l'a conçu un peu comme si on fabriquait une poupée dans le ventre de sa mère. On l'a fabriqué avec des charmes et des artifices. Donc, c'était de manière à ce qu'elle attire vers elle les grands hommes. Et les hommes qui n'ont que de l'argent ou une grande stature. Donc, tu vois un peu, ce genre de filles, quand elles arrivent quelque part, même s'il y a plusieurs femmes qui sont peut-être même plus belles qu'elle, plus bien, et tout, il n'y a que vers elle que l'attention des hommes qui sont financièrement, en fait, qui ont une certaine stature, voilà, qui sont attirés par elle. Donc, c'est genre, on l'a arrangé mystiquement pour qu'elle soit attrayante devant les hommes. Et maintenant, c'était à elle de choisir, voilà,
quelqu'un avec qui elle voulait. C'était un truc pour la faciliter, pour lui faciliter la vie autant pour moi. Et elle dit donc que c'est sa mère qui le lui a fait. Et qu'on lui avait dit pendant qu'elle grandissait, on lui a dit qu'elle ne devait jamais dire, elle ne devait jamais révéler le secret, sinon elle allait mourir et tout et tout. Même si on se rend compte que même si quelqu'un voyait qu'elle n'a pas de reflet, elle devait seulement dire qu'elle ne sait pas et tout et tout. Donc elle a dit que c'est sa mère qui est à l'origine de cela en fait. C'est donc comme cela que mon grand frère donc lui dit ok, il n'y a pas de souci, on va donc prier. Parce que moi je pense que mon Dieu, celui en qui je crois, peut résoudre ce problème-là. Si c'est un problème spirituel ou alors métaphysique, moi je pense qu'il n'y a aucun problème qui est de l'ordre spirituel que mon Dieu ne peut pas résoudre. Alors que moi, on a commencé à prier, mais rien ne s'est passé parce qu'après la prière, il a repris un miroir, il a mis devant elle, toujours rien. Il dit donc à la fille, ok, tu vas nous rentrer, dis à ta mère comment je suis au courant. Et puis on va voir ce qu'elle va dire. Mais en fait, je pense qu'on va d'abord attendre pour le mariage. Tout ce qu'il faut, c'est que, en fait, on va d'abord se concentrer sur résoudre ce problème-ci et continuer nos fiançailles et puis se marier comme on a prévu et tout. Elle a été reconnaissante et tout, elle dit merci et tout. Donc, voilà donc comment elle rentre donc. Joseph dit à ses parents que bon, voilà, son fiancé a découvert qu'elle n'est pas normalement constituée, qu'elle en fait, qu'elle est comme elle est là, qu'elle est spirituellement conçue et tout. Il dit que la femme est partie. Normalement, elle devait lui faire un compte rendu après de ce qu'ils se sont dit. Mais maintenant, il dit que 2 jours sans nouvelles, 1 semaine sans nouvelles, 1 mois sans nouvelles. En fait, il appelle, il laisse un message, le téléphone ne passe pas, parfois ça passe. Genre, on lui dit le numéro le fait d'appeler passe déjà. Maintenant, quand il appelle personne ne prend. Il envoie le message, elle ne répond pas et tout. Et donc, comme ça, que 3 mois après, donc, il a fait 3 mois sans nouvelles de sa femme. Quand maintenant, un jour, il décide d'aller voir encore ses parents pour demander où est sa femme et tout. Il arrive chez sa belle-mère, bon, pas sa belle-mère, chez la mère de sa copine. Directement, quand on le voit, la mère de la fille se met à pleurer. Elle dit, oh, voilà, ta fille, ta copine, ta fiancée est décédée, et tout. Elle dit, mais comment quoi décédée et tout? Et là, entre eux, il s'assied, on se met à expliquer que non, ils savent qu'il est au courant des problèmes qu'elle a eus. Mais maintenant, comme c'était un problème familial, c'était un truc mystiquement résolvable. Il fallait donc qu'on aille au village le même jour. Donc, on allait au village et pendant le rituel de désenvoûtement ou c'est quoi, elle n'a pas respecté les consignes. Donc, elle est morte. Mon grand frère tombe des nues. Il se met également à pleurer parce qu'il aimait vraiment la fille. Il avait vraiment des projets et tout. Il se met à pleurer que mais comment ça et tout. Là, il voulait donc au moins se voir où on a enterré sa copine. Les parents de la fille ont d'abord voulu refuser. Là, il a dit que mais moi, je vous ai déjà payé la dot. Bon, j'ai omis de vous dire qu'il a quand même payé parce que quand on a pris la liste, il manquait seulement les formalités. Donc, il a payé la dot, mais ils n'ont pas eu le temps de faire le mariage. Donc, il dit que mais j'ai payé la dot. Donc, normalement, ce qui n'est plus votre fille, c'est déjà ma femme. La mairie ne vous concerne pas trop parce que le mariage coutumier délie derrière la fille de sa famille. Ça veut dire qu'elle appartient à ma famille. Je voudrais voir là où ma femme a été enterrée. Ouais, donc, après beaucoup de réticences, les parents de la fille acceptent. Ok, on va aller te montrer là où on a enterré la fille au village. Bon, il accepte, il rentre donc chez lui. Il dit donc, quand il est rentré, il a fait donc. En fait, les parents lui ont dit ok, on va te rappeler qu'on aura programmé le voyage pour qu'on aille ensemble au village. Te montrer là où ta femme est enterrée. Il les a remerciés, il est rentré. Bon, quand il est rentré donc, un soir, il dormait. Et pendant qu'il dormait, il a commencé à avoir des scènes mystiques. Parce qu'il connaissait le village. Donc, vu qu'il est parti payer la dot là-bas. Et c'était une fille de l'Ouest, en fait. Dans son rêve, donc, il se retrouve dans le village de la fille. Il y a des trucs bizarres, des trucs mystiques, en fait, qui se passent. Et pendant qu'ils y sont, dans le village, il dit qu'il n'arrivait pas à comprendre réellement ce qui se passait, mais il savait que c'était mystique et tout. Bon, il a fait un rêve bizarre quand même, un peu. Et au matin, quand il s'est réveillé, il a raconté le rêve au pasteur de son église.
Le pasteur lui a dit qu'il y a deux hypothèses. Soit Dieu est en train de te mettre en garde par rapport au voyage que tu as envie de faire, soit Dieu est en train de te montrer ce qui va ou peut se passer durant ton voyage. Mais néanmoins, voilà comment le pasteur lui dit qu'ils vont prendre un programme de jeûne et de prière avant que les parents ne confirment pour le voyage et tout. Voilà comment il prend un programme de jeûne et de prière avec son pasteur principal. Il commence à prier, il jeûne, chaque jour il jeûne. Ils font 3 jours à sec qu'ils ne mangent pas, ne boivent pas. Et après, ils font un jour où ils peuvent manger comme ils veulent et tout. Ils font encore 3 jours et tout et tout. Pendant 2 semaines, ils ont jeûné. Là, maintenant, la deuxième semaine, la famille appelle, dit ok, on ira au village ce week-end si tu es libre. Il dit d'accord, ça tombe bien parce qu'il y a encore 4 jours avant le week-end. On aura le temps de régler les détails en ville avant de pouvoir voyager, laisser mes entreprises en gestion en fait. Donc c'est ainsi donc qu'ils ont programmé le voyage. Bonsoir. Ils ont programmé le voyage. Mais néanmoins, ils n'ont pas arrêté leur programme de jeûne et de prière. Ils ont continué avec leur programme de jeûne et de prière. Alors du coup, le jour venu, son pasteur lui dit donc ok, tu vas avancer avec la famille. Parce qu'il était question que celui qui va conduire pendant le trajet, il ne va voyager qu'avec sa femme, avec les parents de sa femme. Donc, il devait être qu'à 3 dans la voiture. Voilà donc comment il prend la route. Donc, son pasteur lui a dit que lui sera devant et lui maintenant il va le suivre par derrière avec son véhicule également. Il partait donc de Yaoundé vendredi vers 17h. En route donc, ils sont en train de rouler. Il dit à un niveau, bon, moi je connais pas trop la route de l'Ouest là, je sais pas là une seule fois, c'était justement plein d'autres. Mais il dit que donc Camille a fait plus de 3 heures de route. Et puis à un niveau donc, il sent comment les foot de Dieu en lui demande de garer le véhicule. Il désobéit, il n'écoute pas, il continue à rouler. Quelques secondes encore après, l'esprit dit gare ce véhicule. Finalement, il finit par garer le véhicule. Il reste là. Donc. La maman lui demande que mon fils, pourquoi tu gares? Il dit donc non, il a envie de se soulager. Voilà comment il sort du véhicule. Quand maintenant il sort, il fait comme si vraiment il est en train de revenir. Il guette maintenant par le rétroviseur de la voiture. Il voit comment le papa, le vieillard est en train de retirer un truc du coffre, donc de la boîte à gants de la voiture. Comme s'il avait mis un truc à l'intérieur, il est en train de retirer, il a remis dans sa veste et il a refermé le coffre. Quand maintenant il guette derrière, il voit comment mon grand frère justement en train de faire comme s'il est en train d'uriner. Il remonte dans la voiture. L'esprit de Dieu dans lui révèle que le talisman, que c'est un talisman en fait, que le talisman qui était dans la voiture là avait pour mission de faire qu'il y ait un accident. Et le talisman là allait protéger l'homme et la femme, dont les parents de sa copine, mais lui devait mourir dans l'accident en question. Et maintenant, l'esprit lui dit également qu'avant que tu ne redémarres, tu vas voir un camion va passer comme ça. Il dit qu'à peine il redémarre comme ça, net, tu vois. Donc, tel qu'il avait vu dans son esprit le camion, que l'esprit lui a montré, il voit que le camion là est en train de passer justement en esquivant les trous en route. Quand on remonte dans la voiture, avant de voir que ça là, le monsieur lui demande que mon fils est comment? Pourquoi tu es parti revenir? Pourquoi le besoin est venu comme ça là, de manière intempestive? Entre-temps, donc, le pasteur est venu passer. Il a donc reconnu le véhicule du pasteur. Il a pris son téléphone, il a dit que non, on passe tout pardon. Essaye de gagner quelque part, là, on passe d'abord devant. Il ne faut pas que tu arrives là-bas avant nous. On a comment il redémarre et tout. Le pasteur donc, est entré quelque part, il a garé, donc ils sont passés, le pasteur continue à les suivre. Ils sont arrivés au village. Il dit que à partir de l'entrée du village, tout ce qu'il a vécu jusqu'à l'heure où il est rentré, bon, jusqu'à pratiquement un moment donné, c'était exactement ce qu'il a vu dans son rêve. Il dit que comme pour pas arriver dans le village, on sort de la route, bon, c'est vrai que ce n'est pas, parce qu'on dévie 3 fois. Donc, on quitte d'abord l'axe principal, on entre dans une route non bitumée. On roule sur peut-être 80 km dans la route là, et puis on entre encore quelque part dans une route encore plus mauvaise, avant d'entrer encore maintenant quelque part encore. Voilà comment on arrive dans le village de Sachansi. Je veux dire que maintenant, quand on dévie pour la dernière fois, à partir de l'entrée là, dans son rêve, ils avaient vu un vieillard marchant avec une canne, habillé avec un vêtement. Il dit qu'il a vu le même vieillard, habillé de la même façon. Quand il est arrivé maintenant devant la maison du village des grands-parents de sa femme, dont les parents de sa femme,
Quand il arrive, donc, il y avait un groupe de femmes qui les attendaient et un groupe d'hommes qui étaient assis un peu plus haut sous un arbre. Exactement comme dans son rêve. Les vieux étaient assis en train de causer, les femmes étaient à la cuisine. Quand il est arrivé, elles ont commencé à hurler les cris des femmes là. Elles ont commencé à crier, oh, notre beau-fils est venu, oh, notre beau-fils est venu. Il sort du véhicule, il avait quand même fait des provisions, quelques trucs qu'il avait gardés pour donner aux vieux, dans les bouteilles de vin et tout ça qu'il avait gardé. Parce qu'il connaissait un peu les coutumes de chez eux là-bas, donc il a gardé des trucs qu'il avait donné. Et donc, dans son rêve, il voyait un groupe de 6 vieillards. Mais maintenant, les 6 là étaient chacun deux. Donc, il voyait une partie physique et la partie spirituelle. Donc, le père maintenant, il sort du véhicule, il décharge. Les jeunes du village viennent un peu aider à charger le véhicule. Les moments pour que elle dépose dans une des cuisines du village. Et puis maintenant, les vieux là commencent à venir vers lui. Ils étaient 6. Physiquement, ils étaient 6. Mais maintenant, spirituellement, donc chacun d'eux était accompagné de son esprit. Donc lui, il voyait, il voyait les deux. Maintenant, lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Lui, il était un peu crédule. Il ne comprenait pas comment est-ce qu'il voit les gens deux. Mais quand il regarde les autres femmes, les gens avec qui il était, il voit une personne. Mais quand il regarde les vieux, il voit chacun des deux. Et donc, à un moment donné, il a croisé son regard a croisé celui de l'un des dents. En fait, bon, je suis un peu dispersé dans l'organisation de mes idées. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que quand il les voyait comme ça 2 à 2, ceux qui étaient là physiquement faisaient juste des gestes de base. Bienvenue, salut, restez debout. Mais maintenant, les deuxièmes personnes qui étaient un peu comme à côté, mais genre en arrière d'eux, étaient en train de faire comme des incantations. Un peu comme s'il voulait aussi ravir son âme pour que quand il va remonter en ville, en remontant, il fasse l'accident aussi. Bref, lui il dit qu'il a ressenti comme si on voulait que son âme sorte de lui. Donc, les esprits qui étaient derrière, chacun d'eux était en train d'incanter. C'était eux-mêmes en double en fait. Donc tu vois, un peu comme si c'est vous habillé en bleu, rouge, et puis maintenant il y a votre reflet spirituel habillé de la même manière derrière vous. C'était comme ça. Maintenant, le reflet spirituel était en train de faire des incantations. Mais lui, maintenant, il les voyait. Et eux, maintenant, ne savaient pas que lui, il les voit. Vous voyez un peu. Eux ne savaient pas que lui, il les voyait. Donc, ils ont qu'à un moment donné, son regard a croisé celui d'un des vieillards là. Et là, donc, ils ont commencé. Il a commencé à dire adieu aux autres que comme s'il nous voit. Il dit que, mais bien sûr, il nous voit. Il dit que non, il ne parle pas de nos corps physiques, il parle du corps astral. Donc, comme ça, que leurs esprits sont comme absorbés dans leur corps. Et donc, quand il a vu leur esprit rentrer dans leur corps, leur mouvement et leur manière de faire ont changé. Ils ont commencé à faire comme s'ils venaient de le voir. Non, mon fils, bienvenue. Oh, non, fais comme chez toi, vraiment. Merci de nous avoir honoré ta présence. Tu vas d'abord aller manger un peu. Tes mamans vont te conduire à la cuisine, tu vas manger un peu. Et ensuite, tu vas nous rejoindre dans la grande cour. On va t'expliquer ce qui s'est passé avec ta fiancée et tout et tout. Net comme dans son rêve. C'est comme ça que ça s'est également passé. Il savait que quand il va aller manger, on va servir ça dans tes bols. On va dire si, ça, on va servir dans tes coupes et tout. Il savait, il y a tout. Il est parti, on l'a installé dans une petite hutte là. Une petite maisonnette là. Il est en train d'installer. Après, il est venu le servir. Comme dans son rêve, exactement comme dans son rêve. Il est entré, il a commencé à manger. À un moment donné, donc, on est venu lui donner un verre d'eau. Maintenant, on voulait mettre une herbe à l'intérieur. Son fils a dit que non, n'assiste pas qu'on mette l'herbe là. Donc, quand la maman voulait mettre l'herbe, il a refusé. Il dit que non, maman, ça va. Il dit que non, mon fils, c'est pour que tu n'aies pas de problème, c'est pour que la nourriture ne lui dérange pas. Il dit que non, maman, ça va, j'ai apporté mes médicaments, c'est un problème, ça va aller. Voilà comment la maman n'a rien mis. Il a fini de manger quand même. Donc, il a béni son repas et tout, il a mangé quand même. Et il a l'eau qu'on lui a servi, carrément. Il a fini de manger, donc. Et il a lavé ses mains, il a lavé ses mains. Lui-même, il a pris son eau, il a versé au sol. Donc, après cela, donc, il se lève et il va retrouver les vieillards. Il faut une converse encore, pour ne pas être trop long. Donc, après avoir mangé, il se lève donc, disant qu'il va donc maintenant aller causer avec les vieillards, les 6 vieillards. Il se dirige donc, il arrive au salon. Comme dans son rêve, il est de la même manière. Genre 2 devant, 2 à gauche, 2 à droite. Et maintenant, il avait une chaise qui était face à eux. Donc, genre 2 à sa gauche, 2 à sa droite, 2 devant lui. Et lui, maintenant, il était un peu comme devant un tribunal. Il est arrivé, il s'est assis. De la même manière. L'un de maintenant a commencé à parler. Pendant qu'il parlait, il savait ce qu'on va lui dire. Donc, c'est comme qu'il était en train de revivre la journée.
Parce que dans son rêve, donc justement, il avait vécu tout ça là. Donc, c'est qu'on va dire qui va parler en premier, et ainsi. Et que ça s'est passé exactement de la même manière. Le premier a pris la parole. Maintenant, ce qu'on lui explique, c'est quoi? C'est que quand sa femme est arrivée au village pour le lavage, le nettoyage, donc ils n'ont pas nié. Que non, en fait, oui, c'est vrai, ils ont pour habitude, pour habitude de faire ça, que quand un jumeau naît les jumeaux naissent dans leur village, il y a toujours ce qui on veut peut-être donner ou alors rallier ou alors lier l'esprit de quelqu'un avec, d'une telle personne avec. Mais maintenant, quand on se rend compte que non, il y a un problème qui apparaît, donc c'est fait de manière aléatoire. On lit juste un esprit à l'un des jumeaux. Et maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans sa vie. Mais qu'est-ce que c'était faux en fait? Bon, vous allez comprendre par la suite. Et donc, arrivé donc à un moment donné, on ne sait pas comment est-ce que ça va se manifester spirituellement chez la personne. Donc, quand maintenant elle est revenue au village, il y a justement moyen de briser ce lien-là avec l'esprit. Mais seulement, c'est que ça va engendrer des problèmes, soit dans la vie de la personne concernée, soit sur un proche autour de la personne. Peut-être que son autre jumeau, ce qu'on n'a rien fait, soit chez les parents de la personne. Bon. Mais maintenant, il y a donc un rituel qui permet d'apaiser les esprits. Voilà donc comment ils ont commencé à faire le rituel. Maintenant, pendant le rituel, on disait à la femme de choisir vers qui est-ce que, au cas où, peut-être ça ne marche pas, de choisir vers qui est-ce que ça va se retourner. La femme donc ne voulait pas désigner quelqu'un. Là, elle ne voulait pas que quelqu'un subisse un problème. C'est ce qu'ils disent en fait. Donc, elle a commencé à faire ce qu'on l'a dit. On l'a donné une calebasse pour qu'elle boive l'eau. Et dans la calebasse là, on a mis l'écorce d'un arbre qui est loin dans la bouche. L'arbre là n'apparaît que lorsqu'on a fait un rituel. Donc, ils partent dans la forêt. Ils coupent un peu d'écorce de l'arbre là. Ils mettent dans une coupe. Et puis maintenant, on verse une eau ordinaire en fait. On laisse reposer pendant peut-être 5 minutes. Après, la personne qui veut délier son esprit aux esprits ancestraux boit la coupe et reste couché sur le sol avec des pics autour d'elle. Bref, on lui a expliqué le rituel. Bon, il n'a pas voulu que dans le détail de ce qu'on lui a dit aussi. Bon, il a dit qu'on a expliqué comment est-ce que les rituels se font là-bas chez eux. Donc voilà comment. Maintenant, pendant le rituel, donc, il disait que la fille n'a pas voulu suivre une étape du rituel. Donc, elle n'a pas respecté une des consignes. Du coup, quand elle a fini, quand maintenant elle voulait partir pour la relever, pour savoir si le rituel a marché ou pas, quand maintenant on la réveille, elle ne se réveille pas. Quand on la réveille, elle ne se réveille pas. Maintenant, en causant avec les esprits leur disent que non, c'est parce qu'elle n'a pas voulu désigner quelqu'un et elle a commencé à mépriser les esprits pendant qu'elle était en train de vouloir couper les liens. Donc, du coup, les esprits ont jugé bon une fois de prendre son âme au lieu de tourmenter quelqu'un d'autre de manière injuste et tout. Ils ont pris une fois son âme. Voilà comment sa copine est morte là pendant le rituel. Et dans ce cas-là, apparemment, donc, on ne laisse pas le corps directement. S'il y a moyen de recouvrir un cercueil, on le fait. Sinon, quand on t'emballe, on t'enterre comme un animal. Et donc, on a juste enterré. Bon, vu qu'il y a pourtant de partir en ville, ou bien de chercher encore un cercueil dans l'environ, on a juste crevé une tombe à côté, on l'a mise sous terre, on l'a enterré. On lui montre dans là où on a enterré sa femme. Il dit qu'il est arrivé sur la tombe, il a commencé à pleurer en fait. Bon, mais il pleurait genre pour se dégager, se libérer son esprit. En fait se dégager. Et quand il a fini, donc, il est revenu vers sa belle-mère, vers la mère de sa copine en question. Il lui dit que ça va, il a vu là où sa femme a été enterrée. Maintenant, il va donc rentrer. Sa mère dit que non, mon fils, il est 2 heures. Il ne peut prendre la route à 2 heures du matin. Il dit que non, il doit rentrer et tout. Maintenant, son pasteur lui avait prévu que si c'est qu'il y a une attaque spirituelle, parce que le pasteur, lui, était resté à l'entrée du village, dans la première entrée. Qu'est-ce qu'il y avait un problème quelconque, il fait seulement signe, le pasteur débarque aussi, comme ça, papi, il prie, donc, oh. Voilà comment ça mère dit qu'en tout cas, il faut dormir, donc, maman, je vais donc passer, la nuit, là, très tôt le matin, vers 6 heures, je vais partir. Il dit qu'il a entré dans sa chambre, il a mis une adoration. Il a commencé à vouloir chanter pour prier avant de dormir. Il dit qu'à l'instant où il a commencé à prier, il a commencé à sentir comme des vibrations. Des vibrations comme si la caisse vibrait en fait. Il a arrêté de prier. Il a ouvert les yeux. Quand il ouvre les yeux, il est dans l'obscurité.
Voilà donc comment il dit en tout cas, il n'y a pas de problème. Lui, il a continué, lui a prié. Donc, il dit que pendant qu'il avait les yeux fermés, il s'est retrouvé dans la tombe de sa femme. Donc, il veut dire quoi? C'est comme si lui-même, il a fait un voyage astral. Il s'est retrouvé dans la tombe de sa femme. Et elle était assise là-bas, elle attendait. Donc, elle était assise carrément, même le sol, sur la tombe qu'on lui a faite. Elle était assise là, sur la motte de terre là. Il s'est assis sur côté d'elle. Sans avoir peur. Il a commencé à poser avec elle. Maintenant, sa femme donc lui dit que, en fait, c'est pas ce qu'on lui a raconté qui est la vérité. Que non, on lui a tué. On l'a tué. Là, quand elle est rentrée pour raconter l'histoire, pour dire à ses parents que voilà, il est au courant de ce qui s'est passé, le rituel, et qu'elle n'a pas de reflet et tout. Ses parents sont fâchés. Que non, elle aurait dû nier. Mieux même, elle rompait les fiançailles là une fois, vu qu'ils ne sont pas encore mariés légalement et tout. Mieux elle rompait, elle trouvait un prétexte. Elle disait qu'elle ne peut pas continuer et tout. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit la vérité? Elle racontait l'histoire de leur village, comment et tout. Donc, ses parents lui ont dit que dans tous les cas, on va partir au village te faire le rituel pour séparer ton âme à l'esprit des ancêtres pour te rendre ta vie normale. Donc, elle a cru dans ce que ses parents lui ont dit. C'est ce qu'elle dit. Qu'elle a cru dans ce que ses parents lui ont dit. Et le même soir, parce que c'était un soir, ils ont dit que ils n'ont même pas attendu le lendemain. Le même soir, ils ont pris le chemin du village. Ils sont arrivés au village au petit matin. Les ancêtres, les vieux du village, là, les mêmes six là, et leurs femmes étaient là-bas. Ils attendaient déjà, donc ils avaient à tout apprêter. Et puis donc, à peine elle est arrivée, elle a seulement vu comment on a commencé à la blâmer. Elle dit que non, elle a des bureaux d'esprit, les ancêtres sont fâchés et tout. En tout cas, ils vont faire le rituel pour la sauver. Mais elle a dit qu'elle a vu au moment où on a pris une herbe. On a coupé l'herbe là et on a coupé la racine de l'herbe là. On a mis dans l'eau qu'elle devait boire pour le rituel. On lui a donné. Elle dit que dès qu'elle a bu le remède là, qu'elle s'est couchée, on a dit qu'elle se couche, les esprits vont causer avec elle et puis elle va dire qu'elle veut renoncer au pacte et tout. Alors, comme elle s'est couchée, elle dit que quand elle s'est couchée là, elle ne s'est plus jamais réveillée. Elle ne s'est plus jamais réveillée. Quand elle a fini de causer avec l'esprit, quand elle s'est réveillée, elle s'est levée, sauf que derrière elle voyait toujours son corps couché. Donc son esprit a tué son corps. On l'avait tué, c'est fini. Donc elle dit maintenant qu'elle voyait maintenant les autres ancêtres en train de diriger son esprit. Elle voulait sortir parce qu'il y avait un chemin tracé pour elle où elle devait partir. Elle voulait maintenant pousser les ancêtres. Et maintenant, dans les corps astro des vieillards là, ils disaient que non, pas seulement comme ça, passe comme ça là. Passe comme ça. Voilà comment donc, son esprit a été forcé à aller, elle ne sait pas où elle était, mais quand elle était dans un espace obscur, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien, c'était tout noir. C'est comme si elle ferme les yeux. Maintenant, c'est juste ouvert, elle ne voit rien. Juste quand son mari est arrivé, elle a vu une lumière. Donc, et puis ils ont causé et tout, elle a demandé pardon à son mari. Son mari a dit ok, il va rentrer en lui, il va prier et tout. Voilà comment il revient dans lui, dans son corps physique. C'était toujours dans le noir. Et la maison vibre toujours. Il a commencé à prier. Il prend mon téléphone, alors il appelle dans son pasteur. Il dit que pasteur, je suis en train de subir une attaque. C'est comme si on veut finir avec moi sur place. Et c'est le deuxième essai qu'ils sont en train de faire. Et tout. Alors comment son pasteur démarre aussi. 20 minutes après, il arrive dans le village. Et qu'il sonne. Alors comment mon grand frère sort de la chambre qu'on lui a signée. Il va accueillir son pasteur. Ils sont tenus par la main, ils ont commencé à prier fort, prier. Il dit que pendant qu'il priait, il ne faisait qu'entendre les cris dans les maisons, il priait. Et il dit que lui, il est sûr que tout ça n'a pris peut-être qu'une heure maxi. Mais il dit que quand ils ont fini de prier, quand ils ont ouvert les yeux, ils commençaient à faire jour. Il était pratiquement 2 heures quand il commençait à faire ces prières-là. Mais maintenant, quand il ouvre les yeux, il n'y a que déjà 6 heures. Il faisait presque jour. Parce que là-bas, apparemment, dans le village, à 6 heures, c'est encore un peu sombre. Ouais, il dit qu'il était à 6 heures, mais le ciel était encore un peu sombre. Là, le soleil est en train de se lever. Voilà donc comment il s'arrête de prier à 6 heures comme ça. Donc, de 2 heures, c'est 2 à 3 heures, jusqu'à 6 heures, il faisait que prier, sans ouvrir les yeux. Il ne se tenait pas la main, il priait. Quand ils ont fini de prier, il est parti dans sa chambre prendre ses effets. Ok, et ils vont rentrer, ils vont remonter sur le doigt là. Pendant maintenant qu'il est en train de partir, il attend seulement les pleurs venir de tous les côtés. Et pendant ces effets, lui sort. Quand on arrive à entrer,
c'est maintenant la mère de sa fiancée là qui régit encore. C'est comme du coup, mon fils, pardon, qu'est-ce que tu as fait? Oh, mon fils, tu as tué les anciens. Oh, les anciens sont morts. On dit que parmi les 6 viens là, il y a 3 qui sont morts dans la nuit. Donc, apparemment, il y a 3 qui ont voulu venir s'attaquer à lui spirituellement. Et lui, maintenant, il a réussi à repousser leurs esprits et puis ils sont morts. Donc, ils sont morts comme ça dans la nuit. On a pris les cadavres, on a posé dans la cour. Et que donc là, maintenant, pendant qu'il est en train de causer comme ça avec sa belle-mère là, et qu'on est en train de poser les corps des vieux dans la cour, on appelle pour dire que non, tes parents également sont malades ici en ville. Donc, nos parents en nous sont malades en ville. C'est ma grande soeur qui l'appelait pour dire que tu es où, tu es parti où. Les parents ne vont pas les deux, ils sont réveillés, seulement ils vomissaient le sang et tout. Alors, comment elle dit donc à la belle-mère là que si c'est que dans votre village là, l'un de vous connaît ce qui s'est passé. Je vais prier tous vos villages là, vous allez me méconnaître et tout. Libérer mes parents. Donc, comme je remonte là, j'arrive à Yaoundé, ils doivent être à Douala, ils doivent être en bonne santé. Mon grand frère entre dans sa voiture, tout nerveux. Il dit que quand il est arrivé sur Yaoundé, il appelle encore ma grande soeur pour qu'elle lui indique l'hôpital. Il est à la cantine, dans une chambre là-bas, au pavillon Samuel Koundé. Il arrive, quand il arrive, il voit nos parents étaient assis. Les deux gens qui le matin se sont réveillés, vomissaient au sang. Quand il est arrivé, il était en train de se quereller comme s'il n'avait jamais été malade, comme s'ils n'ont jamais eu un problème. Jusqu'à les médecins m'étaient surpris que non, mais les gens qui sont arrivés presque mourants ce matin, les voici en début de soirée, c'est un dit important, comme s'ils n'ont jamais été malades. Donc comme ça qu'il a remercié, il a appelé encore la mère, pour lui dire que vraiment, maman, je vous remercie. Vous m'avez donné une fausse femme, vous avez repris vos fausses femmes. Mais votre ici a demandé que je vous pardonne. À côté de ce jour, oubliez que vous avez eu affaire à moi et moi aussi, vous oubliez que j'ai eu affaire à vous. Donc, et voilà comment ils se sont séparés. Après, là, bon, depuis là, c'était l'histoire de... La scène s'est passée en novembre 2024. Là. Novembre 2024, ils comptaient se marier début du mois de décembre. Comme ça tombait aussi avec l'anniversaire de mon grand frère. Donc, il comptait faire les deux en même temps. Parce que sa femme aussi était en décembre. Donc, 2 jours d'écart entre la jour de décembre. Donc, il voulait faire ça là au milieu. Donc, lui, il est né le 3 décembre, elle est né le 5. Donc, il voulait faire le mariage le 4 décembre pour qu'ils célèbrent en même temps leur anniversaire et le mariage. Donc, en novembre, là, donc, il était pour que tout ça s'est passé, tout. Depuis novembre, là, jusqu'à aujourd'hui, mon grand frère n'a eu aucun problème. Ses affaires ont continué à bien évoluer. Mais il a quand même eu une pause sur les relations pour le moment là. Il dit qu'il a été traumatisé. La femme maintenant il dit qu'il ne sait plus qui est qui et puis que le dehors est risqué et tout. Donc voilà un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous. J'ai été inspiré par l'histoire de celui qui vend ses cheveux, qui est un peu dans une loge là et tout. Donc j'ai voulu partager ça avec vous. Oh, merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe maintenant à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Ici la Go Kamel, je reviens encore avec une autre histoire mystique. J'avais une voisine qui avait sa copine de classe. Bon, la voisine là, c'était ma voisine quand j'étais dans mon ancien quartier encore. Elle avait une copine de classe à elle. Sa copine de classe là, sa maman brisait le poisson. Bon, la maman de sa copine de classe brisait, elle faisait la vente du poisson brisé. Et ma voisine la fréquentait avec sa copine là dans un collège là-bas à Bilongué. Je ne vais pas dire le nom du collège. Elle fréquentait dans un collège là-bas à Bilongué. Bon, parfois... sa copine venait à l'école avec le poisson brisé, vu que c'était l'activité de sa maman, c'était facile pour elle d'avoir souvent un ou deux poissons comme ça là. Elle mangeait, puis venir à l'école avec l'autre, elle partage à ma copine, elle partage à ses autres copines. Ma copine au quartier, ma voisine là, m'avait déjà tellement charmé avec le poisson, que le poisson là est tellement bon que peut-être un jour je vais même garder ma passe à l'occasion, que c'est bon jusqu'à elle m'a dit que c'est quel poisson brisé qui est bon comme ça, ou je vais garder que mon argent garde ma part. Le poisson là me charmait même déjà sans avoir vu, même sans avoir goûté, tellement m'avait déjà fait les échos du poisson là que vraiment, c'est seulement Dieu qui m'a épargné de ça, réellement. Voilà, alors, sa maman qui vendait le poisson brisé là avait les clients. Sa maman la vendait toujours là-bas, au quartier Bilongué là. Sa maman là avait les clients. Sa maman avait tellement de clients que la mère avait les clients à un niveau où, même si elle dit qu'elle n'a pas la monnaie, tu vas aller chercher la monnaie pour venir acheter le poisson. Il dit qu'elle place le grillage, boum, hey, le rang qu'il y a derrière elle, oh maman. Le rang qui est derrière elle pour acheter, c'est la magie. La mère était convoitée. La mère a été sollicitée. Hey, elle ne dort jamais. Que sa marchandise ne dort jamais. Voilà, alors un jour, elle brisait comme d'habitude. Elle a un bol où elle met une quantité de piment et elle met une réserve peut-être en bas de sa table là-bas.
Maintenant, le bol où elle prend la quantité de piment pour servir au client, là, le bol là, c'est vidé. Bon, ça dit c'est fini. Il fallait donc qu'elle prenne la réserve pour pouvoir transvaser à nouveau dans le bol et continuer de servir. Voilà, c'est comme ça donc. Quand elle bah, ça ne brasse pas seule. Elle avait quelqu'un qui l'aidait, un de ses enfants qui l'aidait. Voilà comment l'enfant prend donc la marmite, elle ouvre la marmite pour porter le piment et verser dans le bol. Ah, DMG, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Les garnitures. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas comment je vais coder ce mot. Je ne sais pas si c'est le mot que je dois employer. En fait, c'est, voilà, une serviette hygiénique tombe. Une serviette hygiénique rouge. Bon, ça se voyait que c'est comme si, en fait, la maman saignait dans la serviette hygiénique ou avant de mettre, ou elle faisait souvent comment, nous, on ne connaît pas. Bon, la serviette hygiénique tombe. Bon, elle mettait les garnitures à l'intérieur du piment qu'elle vendait. On a arrêté la maman là ce jour. Ah, la maman là ne vend plus. On a tapé cette femme. Et ils sont là même pas tués. Vraiment, c'est parce que vraiment, la population a eu pitié, mais un moment. On a tapé cette femme. On lui a demandé que le jour qu'elle ne saigne pas, elle fait comment pour mettre dans le sang à l'intérieur. Elle dit que le jour qu'elle ne saigne pas, elle peut uriner dans une garniture ou alors elle peut faire ses besoins. Elle le suit avec et puis elle plonge à l'intérieur. C'est comme ça qu'elle doit fonctionner. Quand l'histoire est sortie, wow, tous ceux qui étaient en train de manger d'abord, on fait comme chacun voulait seulement vomir, les doigts dans la bouche, comme chacun veut seulement vomir. Et dès que tu pouvais couper ta bouche pour aller changer même de bouche, aller changer le jour là, c'était chaud. Qui peut accepter qu'il a mangé le sang ou les âneries de quelqu'un? C'était pas facile à absorber. Mais on a tapé cette maman là. Maintenant, sa fille alors donc avait honte. Maintenant, pour venir à l'école, l'enfant ne venait même plus à l'école. Elle vient à l'école comme ça un jour. Les gens se moquent seulement d'elle. Oh, c'est la mère de la fille qui vend le poisson brisé là. C'est la mère de la fille qui vend le poisson brisé là. Maman dit que ça a fait le tour du quartier. Même seulement du quartier. Je suis même du quartier. Je ne suis même pas de leur quartier, mais je suis au courant de l'histoire. Il dit que ça a fait le tour. Cette affaire avait chauffé. Bon, c'est juste pour dire aux gens que vous qui mangez dehors là, quand vous mangez toujours partout là, maman, arrêtez bien vos cœurs. Sérieux, mes frères et sœurs, arrêtons bien nos cœurs. Je ne peux même pas dire arrêter parce que moi-même j'ai à manger dehors. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne me loupe pas? Il y a des moments où ça me prend et mange tout dehors. Bon, arrêtons, bon, vraiment c'est Dieu qui nous garde. Là, on ne sait même pas comment on va conseiller quelqu'un. On va même conseiller, mais toi en mangeant, tu ne sais pas que tu ne sais pas si c'est mystique ou si c'est comment. Tu ne sais pas comment c'est. Tu fais seulement, tu peux seulement aussi acheter de bonne foi et puis tu te mets à manger sans connaître le fond de la nourriture en question. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Faisons très attention. Quand ma voisine a compris ça réellement, elle, même s'il fallait s'opérer le jour-là pour changer de bouche, si elle avait l'occasion, elle allait le faire parce que c'était grave. Ok, la famille. Passez une très bonne journée si vous êtes en journée là-bas ou une très bonne nuit. En fait, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Ciao, je reviens bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir la grande famille DMG. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. N'oublions pas de nous abonner, de partager, de liker. Ici, le frère Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Je viens avec une nouvelle histoire intitulée « Vie gâchée » ou « Étoile brouillée » ou encore « Étoile assombrie ». Alors, cette histoire-là, elle commence avec une jeune fille du nom de, on va la surnommer Sally, voilà. Sally avait déjà tout pour réussir dans sa vie. Très intelligente, majeure de sa promotion. Elle a même eu le bac. Après avoir essayé plus de 6 fois, ce fut la 7e fois qu'elle a réussi correctement son examen du bac. Et quand elle a eu son examen du bac, c'était déjà compliqué. Parce que pour trouver un boulot stable ici en Côte d'Ivoire, surtout à partir du bac, si vous ne tentez pas de concours pour essayer au moins d'avoir une vie stable, les choses risquent de se corser et de devenir compliquées. Voilà. Même quand vous décidez de travailler au privé, vous rencontrez des réalités où l'on peut vous licencier à n'importe quel moment. Ça, ce sont un peu les risques aussi du privé. On prend aussi le risque de ne pas se faire payer des fois à temps voulu et correctement, soit on est payé en monnaie de singe et tout ça à la fois. Donc voilà. Donc face à ces réalités-là, elle va essayer de se trouver au moins une grande école où là-bas on enseigne plus la gestion d'entreprise, la finance, comptabilité, voilà tout ça. Mais hélas, faute de moyens, elle ne pourra pas poursuivre ses études correctement. Donc elle va suggérer à son père de partir au Burkina. Voilà. Elle va suggérer à son père d'aller au Burkina rejoindre l'une de ses tantes qui s'y trouve. Mais son père est un homme vraiment rigoureux et qui est très dur avec elle.
Et son oncle est une personne vraiment dure, dure. Mais ce dernier-là, il a aussi une fastidieuse passion pour la pratique occulte. C'est-à-dire que dans la maison, là, il a construit une cabane juste derrière où il s'adonne à tout ce qui est comme pratique mystique. Il dégorge des poulets. Il appelait ce lieu-là le lieu de sanctification. En fait, il commettait toutes sortes de crimes rituels là-bas, pas de tuer des humains, mais je parle de sacrifier des animaux, bœufs, cabrits, moutons, tout ça. Et des fois, même quand il le faisait, sa femme l'interpellait sur le fait que parfois ce genre de réaction-là ou ce genre d'activité-là peuvent nuire à leur propre famille. Mais malgré toutes ces réticences, malgré toutes ces mises en garde, ce dernier faisait ce qu'il voulait. Donc d'abord, 2 ans plus tard, après l'obtention du bac, la jeune demoiselle très intelligente et studieuse du nom de Sally va commencer à présenter un retard au plan psychologique. C'est-à-dire que quand elle parle, on a l'impression maintenant qu'elle est affectée psychologiquement. Elle parle plus normalement et puis elle est en retard. Elle fait un peu tout de manière nonchalante, un peu comme quand on prend l'étoile de quelqu'un pour attribuer à une autre personne. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de l'étoile qui a été attribuée à quelqu'un d'autre. Il s'agit en réalité de l'étoile qui a été cachée. L'étoile a été complètement endormie. Ici, on doit utiliser cette expression, en fait. Donc, sa mère voyait à quel point cette dernière souffre. Elle ne peut pas rester là sans rien faire. Donc, elle va chercher à mettre un peu d'argent de côté pour aider sa fille à aller au Burkina. Une fois arrivée au Burkina, sa fille sera sous la pouponne de sa tante qui va l'aider à se retrouver petit à petit. Mais en raison de son retard dont elle faisait tant preuve, elle va rater une grosse opportunité. Une opportunité où elle aura rencontré le directeur de Orange Burkina Faso. Et ce dernier-là, tellement belle qu'elle est, voudra automatiquement établir le contact. Mais quand il se rendra compte qu'elle a un retard au plan psychologique, il sera automatiquement déstabilisé, il sera dessus. Et c'est comme ça, elle va rester dans ce schéma-là. Et petit à petit, elle va commencer à... C'est-à-dire qu'elle va commencer à être lente, en fait, au plan motrice. Elle ne pourra plus se déplacer comme elle le faisait toujours. Mais elle est dans la maison, elle ne peut absolument rien faire. Donc, la tante, prise de panique, va dire plutôt à la mère, c'est pas mieux que ta fille revienne chez toi parce qu'on est en Afrique, faut pas, il va lui arriver quelque chose ici. Et puis, on va dire que non, voilà. Parce que même si on est parfois lié par les liens de famille, n'oublions pas que la sorcellerie, là, quand ça frappe, ça oublie même les liens de famille. Hein. Donc, elle va ramener cette dernière en Côte d'Ivoire sur Abidjan. Et quand elle reviendra, là encore, les choses vont s'empirer. Parce que là même, son père ne voudrait même pas qu'elle sorte. Il va l'attacher, il va la battre. Quand la mère aussi veut parler, il bastonne la mère. Et cette histoire va tellement réveiller et révolter presque les gens qui vivaient à cette époque-là dans la même commune. Et les gens vont essayer de se révolter, mais la finalité, la police leur fera comprendre qu'il s'agit en réalité d'un problème, d'un cas interne de famille, qui ne peut vraiment pas s'y mêler. Et généralement, c'est comme ça, malheureusement, en Afrique. Nos policiers ou nos autorités sont toujours des médecins après la mort. Une fois que le pire est commis, c'est là qu'ils apparaissent pour essayer de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé et autres. Donc la demoiselle se fera bastonner, se fera affamer. C'est-à-dire que rien qu'en la voyant, on avait déjà des signes typiques de signes de maltraitance. Mais personne ne voulait lever le petit doigt pour essayer d'aider cette dernière-là. Et elle va rester comme ça jusqu'à ce que la petite tombe gravement malade. Quand elle va tomber gravement malade, ils vont l'emmener à l'hôpital. Et c'est là-bas que maintenant, le médecin, voyant un peu les réalités, va décider de porter plainte contre le père de la fille. Parce que là, ici, c'est faisable. Hein. Si le médecin constate des cas de maltraitance, il a la possibilité de soulever en fait le débat ou encore de soulever le cas et de le présenter aux autorités compétentes. Ces mêmes autorités-là qui refusaient de pouvoir s'y impliquer. Donc, c'est comme ça, petit à petit, on viendra et on va commencer à mener des enquêtes pour savoir mais qu'est-ce qui se passe ici. Et il a fallu seulement que la police décide de perquisitionner la maison du père de Sally. Et c'est là qu'ils découvriront la fameuse case où il a pour habitude de faire ses sacrifices et autres, là, tout ça. Mais quand ils vont lui demander, mais qu'est-ce qu'il a fait au juste à sa fille, il dira qu'il a brouillé l'avenir de sa fille parce qu'il voyait que si jamais elle réussissait, elle allait être ingrate d'après lui. Elle n'allait même plus vouloir
subvenir à ses besoins. Déjà même que les deux, le tempérament n'était pas si parfait, n'était pas si fort. Donc c'est en raison de ça qu'il a fait ça. Donc vraiment, la famille DMG, faisons très attention parce que le mal, certes, il vient de dehors, mais parfois aussi, il est aussi interne. Il est aussi au milieu, au sein de notre famille. Parce qu'il n'y a que la personne qui chemine en permanence avec nous, qui marche avec nous, qui peut nous faire du mal parce qu'il connaît presque notre secret. Et puis faisons vraiment attention et n'oublions pas toujours de prier, peu importe les circonstances. On garde la foi. Allez, bisous, bisous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Bonjour DMG. Bonjour. Bonjour aussi à la communauté DMG. DMG, je te suis depuis des années, au moins 3 ans par là. Et j'apprécie vraiment le travail que tu fais. J'apprécie vraiment ton conseil. Moi, personnellement, ça m'édifie beaucoup. Ça m'ouvre comment dire, ça m'ouvre les yeux, l'esprit. Je suis tout le temps en éveil. Et quoi que je vive comme situation, peut-être un rêve ou une situation, je ne sais pas, ça m'éveille, quoi. Ça m'amène à bien analyser, à savoir comment me tenir vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ce monde qui tend beaucoup plus vers le méchant. Je n'ai jamais raconté d'histoire ici. J'en ai plusieurs d'ailleurs, concernant personnellement et mon entourage. De façon globale, sont les histoires que j'ai vécues de près ou de loin. Voilà, je vais raconter la première histoire. Je suis orpheline depuis toute petite. Et je suis partie, mes parents n'étant plus, on m'a envoyé chez ma tante. Je suis partie de la capitale pour mon village d'origine. Ma tante était la première femme d'un monsieur. Et c'était pas facile. Le quotidien n'était pas facile. À cette époque, ces enfants n'étaient pas encore véritablement situés et on faisait des champs, on travaillait dur pour le quotidien, puis pour vivre au quotidien. Par contre, le mari aimait la deuxième femme. Quand il percevait son salaire, c'est les enfants de la deuxième femme, qui étaient aussi plus petits et plus jeunes que les enfants de la première. Et la première femme était à l'aise. Elle cuisinait bien, il lui donnait la ration, quoi. C'était pas facile au quotidien. Je fais un briefing de la situation pour venir un peu au fait que la deuxième femme avait toujours été soupçonnée de sorcellerie. Oui. Les hiboux, tout le temps on avait des hiboux et elle avait cette façon de faire, d'être hautaine, avoir un cœur. Elle a, parce qu'elle vit toujours. Un gros cœur et d'être très très curieuse. Elle est très très curieuse. Voilà, une fois je suis rentrée des classes, étant petite, j'étais à l'école primaire. Et à cette époque, on avait encore les toilettes traditionnelles. Oui, des toilettes traditionnelles. Je suis rentrée, me dépêchant d'aller me mettre à l'aise. Cette toilette traditionnelle, j'étais comme quoi, CE2, CM1. Voilà, je viens, je m'installe, j'enlève le slip et tout. Je fais même pipi, vu que c'est ça qui annonce toujours l'arrivée du caca. Excusez-moi du terme. Je fais pipi. Au moment où je me concentre à pousser, je sais pas, je jette un coup d'œil à l'intérieur parce qu'il y avait 2 trous. Et quand c'était en journée, le soleil, éclairait toujours l'intérieur, le reflet du soleil. Le soleil éclairait l'intérieur. Je jette un coup d'œil, je vois un serpent à l'intérieur, un gros serpent, avec la bouche ouverte. Je me lève, je cours, vu qu'il y avait une petite montée. Les toilettes étaient derrière la maison. Et un peu plus bas, pas directement collé, plus bas. Donc je peux dire dans le champ de derrière, pas très éloigné de la maison. Je cours, je remonte la pente comme ça en criant « Oh, le serpent !» Je pars, j'appelle. On revient. Le serpent a disparu. Et c'est même en revêtu de chemin retour.
qu'on trouve le caca. Le caca, vu que j'avais déjà poussé, c'était sur le point de sortir. En fuyant, c'est tombé sur la petite montée là. On revient, on cherche le serpent, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas. Et ces histoires de serpents, tout le temps, j'ai vécu là-bas pendant des années. Hein. 20 ans, 25 ans, vu que j'ai fait le cycle primaire, de l'université jusqu'au master et tout. Tout le temps, on voyait toujours ce serpent-là. On voyait ce serpent-là qui disparaissait encore vite, dont on n'avait jamais réussi. Aujourd'hui, ce serpent est toujours là. Et on retrouve aussi toujours des cailles de ce serpent, comme on dit, le serpent mu, non? On retrouvait toujours ces écailles de temps à autre. Et les petits serpents aussi. Toujours les petits serpents, les serpents qu'on a tués à gauche, toujours dans la concession. C'était une grande concession. Une grande concession avec... il y avait 3-4 maisons. La maison principale, les maisons des 2 femmes. Et des cuisines aussi à côté. Donc c'était une concession où il y avait au moins 5 maisons. 5 maisons. Comme je t'ai dit, DMJ. Par la suite, ma vie... C'est peut-être ça s'est amélioré maintenant parce que j'essaie de faire des choses pour m'ouvrir un peu les portes. Ma vie a été dessus-dessous. Rien ne m'a souri. Rien. Que ce soit le mariage, le concours, le travail, des projets même de voyage pour l'étranger. Rien. J'ai quitté, c'est quand j'ai quitté cette maison que j'ai conçu. Sinon, tout mon circuit là-bas, je n'avais jamais eu une seule fausse couche. Ah non, pas de fausse couche, même un seul retard. Je n'avais jamais eu de retard. Et quand je suis partie de là, que j'ai aussi connu les grossesses, quoi. Oui, je n'avais jamais eu de grossesse ce temps-là. Donc, c'est pour dire que ici que je vous dis, chez les Nganga, on allait chez les Nganga partout, à gauche, à droite. Pas seulement nous, les voisinages aussi. Il s'est toujours dit que le serpent appartient à la dame, la deuxième femme, et qu'elle a plusieurs totems. Et elle vit toujours, elle est là. Et à travers ces totems et autres, elle récupère les chances des gens. Elle récupère. Parce que ses enfants sont bien. Elle en a combien? Elle en a 8. Des 8, 6 sont à l'étranger. Et bientôt, la 7e personne va partir. L'autre est là parce que le corps du métier lui impose d'être la surplacée. Bon, et c'est l'aîné. Sinon, ses enfants sont bien mariés, avec des enfants et tout ce qui va avec. Ils sont bien. Donc, voilà un peu. Et DMJ, je ne sais pas. Peut-être que ce que je vais dire, c'est quoi? Peut-être Dieu ne devrait pas accepter que les parents rendent des enfants orphelins. Chaque enfant devrait au moins avoir toujours un parent. Parce que quand tu es orphelin, tu es vulnérable. L'ennemi sait qu'il peut s'attaquer à toi parce que personne ne viendra revendiquer. Il sait que tu es abandonné à toi, tu es laissé à toi-même. Personne ne viendra revendiquer quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi que le méchant pose comme acte. Il s'en fout éperdument, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Voilà. Et je me dis que si j'avais au moins un seul parent, si mes parents n'étaient pas aussi décédés aussitôt, je n'aurais pas vécu cette situation et tout ce qui s'en est suivi par la suite. J'ai plusieurs histoires à raconter. Et toujours se rattachant à cette femme-là. Et mon vécu et celui de mes proches, ma soeur aussi, avec qui j'ai vécu dans cette concession-là. Voilà, merci DMJ. Bon, partagez, likez, c'est tamponné. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, invitez plus de personnes à venir raconter leur histoire. Voilà, ciao. Et n'oubliez pas, si vous avez des histoires aussi que vous voulez, si vous avez des préoccupations, si vous traversez un truc difficile, vous avez honte de raconter votre histoire
ou alors vous avez un problème, vous aimeriez avoir les avis des différents abonnés de DMG TV, envoyez-moi un texte ou alors faites-moi un voice sur WhatsApp et moi je vais expliquer le problème et les abonnés vont proposer les différentes solutions en commentaire. Vous viendrez simplement lire. Nous allons poster ça aussi tous les jours de manière genre une vidéo rien que pour un problème, une vidéo, un problème, on poste ici et les commentaires, voilà. Donc, on va faire comme ça.